rencontre en mathématiques un grand nombre de relations différentes. Par exemple, la relation de parallélisme ou de perpendicularité, qui sont des relations symétriques. Si D1 est parallèle à D2, D2 est parallèle à D1. Pareil pour la notion de perpendicularité. On a également des relations qui font intervenir trois types d'objets éventuellement différents. Pour la rotation, si je dis que la figure F1 est l'image de la figure F2 par une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez que cette relation fait intervenir trois objets, deux de nature géométrique, des figures, et un de nature arithmétique, une grandeur numérique. On a même des relations qui peuvent faire intervenir trois nombres. Par exemple, si je dis que A plus B est égal à C, eh bien je dis que le troisième nombre est la somme des deux premiers. Et on a une symétrie entre B et A, mais on n'a évidemment pas une symétrie entre A et C, parce que si A plus B est égal à C, B plus A est égal à C, pour autant, A plus C n'est pas égal à B, etc. D'ailleurs, vous savez sans doute que les mathématiciens détestent les exceptions, et donc ils considèrent qu'un objet peut être en relation avec personne, et c'est une relation quand même. Par exemple, si je dis que la figure ABCD est un carré, la figure ABCD n'a de relation avec personne, c'est une relation qui fait intervenir un seul objet, on appelle ça souvent une propriété, mais les mathématiciens considèrent quand même cela comme une relation à un élément. Et ils aiment tellement la généralité qu'une relation à 0 élément, ils considèrent que c'est aussi une relation, et par exemple, la vérité absolue, c'est une relation à 0 éléments. Regardons maintenant des relations entre des objets un petit peu plus proches de nous, disons des objets humains. Je peux par exemple dire que H1 est amoureux de H2. Je pense qu'il est à peu près clair que la relation d'amour n'est pas une relation symétrique. Ce n'est pas parce que H1 est amoureux de H2 que H2 est amoureux de H1. De la même façon, je peux considérer que H1 est la maman de H2. Il est à peu près clair d'ailleurs que si H1 est la maman de H2, il n'est pas possible que H2 soit la maman de H1. Par contre, si H1 est maman de H2, je pense que H2 est enfant de H1. N'est-ce pas ? Il y a quand même une grosse différence entre la relation maman et la relation enfant. C'est que chaque être humain a une seule maman, alors qu'un être humain peut avoir plusieurs enfants ou même pas du tout. Et les mathématiciens vont le noter comme ça. Ils vont dire que H1 égale M de H2, et c'est-à-dire H1 est la maman de H2, mais ils n'écriront pas que H2 est l'enfant de H1. Autrement dit, le truc qui est là, un mathématicien ne l'écrirait pas. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ici, quand je dis H1 est la maman de H2, vous voyez que je dis la maman. Parce que chaque être humain a une maman et n'en a qu'une. Par contre, je ne peux pas dire H2 est l'enfant de H1 pour n'importe quel être humain. Par contre, je peux dire H2 est un enfant de H1. Là, c'est la maman, mais là, c'est un enfant. Donc, ici, E ne permet pas de définir de façon générale des êtres humains qui seraient fonction d'autres êtres humains pour la relation enfant. Par contre, pour chaque être humain, je peux associer une et une seule maman. Je dis que H1 est fonction de H2 par la relation maman. Eh bien, c'est exactement ça qu'un mathématicien appelle une fonction. H1 est fonction de H2, ici, mais H2 n'est pas fonction de H1. D'ailleurs, l'expression f fonction 2 est passée dans le langage courant. Si je dis que vos résultats en classe sont fonction de votre travail, ça signifie que les résultats que vous avez en classe dépendent entièrement du travail que vous fournissez. Par contre, je ne peux pas dire que la météo dépend de la façon dont vous avez chanté sous la douche, parce que vous chantiez bien ou mal, ce n'est pas le seul facteur qui entre dans la météo. Un autre avantage des fonctions, c'est qu'elles peuvent être emboîtées les unes dans les autres. Par exemple, je peux dire que H0 est maman de H2, ce qui signifie que H0 est la mère de H2, autrement dit la grand-mère maternelle de H2. Et ça permet d'écrire que la fonction grand G, qui serait la grand-mère maternelle, est égale à m rond m, où m rond m veut juste dire on applique la fonction maman et on réapplique par-dessus maman la fonction maman. On peut même imaginer des exemples encore plus sophistiqués. Par exemple, si on considère un être humain qui serait moi,
Chaque être humain a un acteur préféré, donc ça c'est mon acteur préféré. Chaque être humain a un prénom, donc ça c'est le prénom de mon acteur préféré. Et chaque prénom a une première lettre, donc ça c'est la première lettre du prénom de mon acteur préféré, c'est N. Et on peut marquer ça sous une forme simplifiée. L rond P rond A de moi égale N. La première lettre du prénom de l'acteur préféré de moi égale N. Nous allons introduire les notations suivantes. Appelons Q la quantité de livres édités. R de Q sera la recette obtenue pour Q livres édités. Si chaque livre est vendu 3 €, R de Q c'est juste 3 fois Q. Chaque livre est vendu 3 €, j'ai une quantité de livres égale à Q, donc 3 fois Q, c'est la recette. C'est ce que j'ai effectivement gagné dans mon tiroir caisse quand j'ai vendu Q livres. On peut donc le représenter de la façon suivante. Si je mets Q sur cet axe et la recette en euros sur cet axe, eh bien, on a une droite qui, ma foi, passe par l'origine parce que si j'édite 0 livres, je gagne 0 €. Les coûts engendrés par l'édition de Q livres, c'est un peu plus difficile à représenter parce qu'il y a des coûts fixes. Si je ne vends aucun livre, il a quand même fallu que je paye des employés, il a fallu que j'achète des machines pour au final ne rien produire. Par contre, si je produis un certain nombre de livres, eh bien tous les livres ne me coûtent pas aussi cher, parce que plus j'en produis, moins ça me coûte cher. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Sauf que si j'en produis trop, eh bien je vais me retrouver à payer la matière première plus cher parce qu'elle va se raréfier, et je vais avoir tout un tas de phénomènes qu'on appelle de la déséconomie d'échelle qui font que si je produis trop, je finis par payer plus cher chaque nouveau livre que je produis. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le bénéfice. Et le bénéfice, c'est exactement la quantité d'argent que je gagne, moins ce que me coûte chaque livre que je produis. J'ai donc une formule qui est le bénéfice en fonction de Q, c'est égal à la recette en fonction de Q, moins le coût en fonction de Q. Et si je rentre ça dans une calculatrice, je lui demande de calculer ça moins ça, et il me donne une courbe qui ressemble à ça, et d'un seul coup d'œil, je vois quelle quantité de livres il faut que j'édite pour avoir un bénéfice maximal.